Et qu'on va démarrer. Donc, bienvenue à toutes et tous à ce webinaire, donc, comme je le disais, sur le règlement de l'appel à petits projets du consortium méditerranéen pour la biodiversité. Avant de démarrer, je vais me présenter et présenter l'équipe de coordination de l'appel à petits projets qui regroupe plusieurs organisations, donc membres du consortium. Et puis après, je vous donnerai quelques indications sur le déroulé et les règles pour voilà, le webinaire sur l'heure qui vient. Donc, je suis Marion Douchin, coordinatrice du projet RESCOM. Je suis basée à la Tour du Valat, donc il y a un institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes. Et je suis connectée ici avec donc, Salima Slimani, qui est également de la Tour du Valat, en charge du suivi du projet RESCOM. Également présente Yapra Karda, qui est la responsable du suivi de cet appel à petits projets côté IUCN Med. Également avec sa collègue Emma Handley qui est en ligne. Et puis Abderrahmane Smari, qui est en charge du suivi du projet côté MedWet, donc qui est l'initiative régionale Ramsar pour la Méditerranée. Donc on est ravis que vous participiez à ce webinaire. L'idée étant de vous présenter pendant 20 minutes les grandes directives, les grandes lignes du règlement de l'appel à petits projets, que ce soit les éléments de contexte, le critère d'éligibilité et puis le processus de sélection et le calendrier indicatif. Si au cours de la présentation, vous avez des questions, vous pouvez utiliser le petit onglet QR en bas, sur la bannière en bas, et mes collègues pourront y répondre en simultané, ou bien on pourra y revenir aussi après la présentation, puisqu'il y a une demi-heure d'échange qui est prévue pour vous laisser le temps de poser voilà, toutes vos questions et interrogations que vous pouvez avoir sur l'appel. Et vous pouvez également utiliser le chat pour tout problème aussi d'ordre technique ou logistique pendant la présentation, et mes collègues essaieront de solutionner cela en direct. Alors, je vais sans plus attendre partager mon écran. Est-ce que c'est OK? Vous le voyez bien? Oui. Salima? Ouais, OK. Et je mets le diapo. Très bien. Donc, il s'agit du premier appel à petits projets du consortium méditerranéen pour la biodiversité, qui vise donc à permettre le déploiement et le financement de solutions fondées sur la nature pour accroître la résilience à la fois des écosystèmes et des populations en Méditerranée. Pour vous donner quelques éléments de contexte, donc, le consortium méditerranéen pour la biodiversité, c'est une initiative récente, lancée en 2021, donc il y a 3 ans, qui regroupe plusieurs organisations environnementales régionales qui disposent d'une expertise reconnue et d'une expérience de travail dans le bassin méditerranéen, chacune sur leur habitat naturel de prédilection, si j'ose dire, comme par exemple la Tour du Valat ou MedWet sur les zones humides, l'Association internationale des forêts méditerranéennes sur les écosystèmes forestiers, l'initiative PIM, Petites îles de Méditerranée, qui dispose d'une expertise sur les espaces insulaires, MedPan, qui est le réseau des gestionnaires d'aires marines protégées en Méditerranée, qui dispose d'une expertise plutôt sur les écosystèmes marins et aires marines protégées. Ils sont également donc membres du consortium l'UICN, MED et le WWF France, avec l'appui du Conservatoire du Littoral, qui est un établissement public français focalisé sur la préservation des espaces côtiers et littoraux à travers notamment l'achat de terrain. Donc, ces organisations se sont réunies pour former le consortium méditerranéen pour la biodiversité, avec l'objectif d'agir plus efficacement, de manière plus coordonnée et complémentaire, et de pouvoir contribuer à développer des solutions permettant la conservation et préservation des écosystèmes et tenant compte justement de la diversité des écosystèmes qu'on retrouve en Méditerranée. Il s'agisse de petites îles, de zones humides, d'aires marines protégées, de forêts et d'espaces côtiers. Cet appel à petits projets est lancé dans le cadre du projet RESCOM, qui lui a démarré l'année dernière et qui est vraiment la première initiative portée par le Consortium méditerranéen pour la biodiversité, dont l'objectif est de renforcer la résilience sociale et environnementale des espèces naturelles vulnérables en Méditerranée, à travers la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature
bien sûr en étroite coordination avec les partenaires nationaux et locaux dans les pays dans lesquels les activités sont financées, notamment l'Albanie, le Maroc, l'Italie, la Tunisie, le Monténégro et la Turquie, sachant que le projet combine à la fois des activités à l'échelle régionale, que ce soit des formations, de l'échange d'expériences, mais aussi, donc cet appel à petits projets en fait partie, et des actions solutions fondées sur la nature très spécifiques sur 6 sites pilotes qui sont situés du coup dans les différents pays que je viens de mentionner. Et pour finir, le projet RESCOM est cofinancé par la Fondation MAVA et le Fonds français pour l'environnement mondial, qui est un fonds spécifique du gouvernement français pour financer des actions de préservation de la biodiversité, notamment en Méditerranée. Donc, quel est l'objectif de cet appel à projet? C'est de renforcer l'impact finalement voulu par le projet RESCOM et d'accroître la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature, démonstratives et reproductibles en Méditerranée. Cet appel à petits projets ciblera les 6 pays déjà partenaires du projet, donc l'Albanie, l'Italie, le Monténégro, le Maroc, la Tunisie et la Turquie, et plus particulièrement les organisations de la société civile environnementale locale basées dans ces pays. Le programme financera un projet par pays avec une contribution de 20 000 € par projet. Pour ce qui est des critères d'éligibilité, donc concernant les entités éligibles, donc l'appel à petits projets cible les organisations de la société civile locale à but non lucratif qui sont actives dans le domaine de la protection de la biodiversité et établies conformément à la législation nationale en vigueur dans l'un des pays éligibles. Donc, les organisations candidates doivent avoir un statut juridique reconnu par les autorités nationales leur permettant de recevoir les subventions, être en mesure de fournir une comptabilité et une identification précise de leurs principaux bailleurs passés, être en mesure de prouver qu'elles ont été actives au cours des 2 dernières années, et enfin avoir une expérience et une expertise en matière de conservation de la biodiversité, de développement durable et de gestion de projet. En ce qui concerne les critères d'éligibilité géographique, donc les pays, je vous les ai déjà mentionnés, donc l'Albanie, l'Italie, le Monténégro, le Maroc, la Tunisie et la Turquie. Et les projets devront spécifiquement cibler des zones qui bénéficient d'un certain statut de protection, que ce soit au sein ou en périphérie d'une aire protégée, ou d'une zone officiellement désignée comme ayant une grande valeur écologique. Et autre point d'attention sur les critères d'éligibilité des sites d'intervention, c'est que ceux-ci devront comprendre au moins 2 types d'écosystèmes différents, que ce soit en termes marins, littoral, petite île, zone humide et forêt, afin d'être alignés avec l'approche promue par le Consortium méditerranéen pour la biodiversité, donc cette approche multi-écosystémique, et dans un souci de cohérence écologique aussi avec les interventions qui seront proposées pour tenir compte des enjeux de connectivité entre les différents milieux naturels. Pour ce qui concerne l'éligibilité des thématiques, donc l'objectif est de cibler des projets de conservation de la biodiversité, mais qui permettent aussi d'améliorer les conditions de vie des populations locales, conformément donc au concept de solutions fondées sur la nature tel que défini par le standard de l'UICN. Puisque les SFN, il y aura un webinaire, j'y reviendrai tout à l'heure, mais vraiment dédié au concept de solutions fondées sur la nature, mais ces solutions intègrent à la fois des actions de préservation, de restauration et d'amélioration de la gestion des écosystèmes afin de permettre d'apporter des bénéfices à la fois pour la biodiversité, mais aussi de répondre à des enjeux sociétaux, qu'ils soient d'ordre en lien avec l'approvisionnement en eau, l'amélioration de la santé humaine et de la sécurité alimentaire, de protection face aux risques naturels ou aux effets du changement climatique, par exemple. Donc les thématiques ciblées
concerne donc ces trois volets, à la fois la préservation des écosystèmes fonctionnels en bon état écologique, l'amélioration de la gestion de ces écosystèmes en vue d'une utilisation durable par les activités humaines, et la restauration ou la restauration d'écosystèmes qui seraient dégradés, ou la création de nouveaux écosystèmes. En ce qui concerne les activités éligibles et non éligibles, donc les activités éligibles comprennent toutes les actions qui seront nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle des solutions fondées sur la nature, également à travers une approche participative et inclusive avec l'ensemble des acteurs locaux. Celles-ci peuvent comprendre des études préalables ou diagnostics écologiques qui seraient nécessaires pour apporter des données insuffisantes sur le site pour mieux identifier les actions à mettre en œuvre par la suite. Les activités de travaux de mise en œuvre de CSFN pour viser la protection ou la restauration des écosystèmes, mais aussi les activités préalables ou même pendant la réalisation des activités en lien avec la consultation des parties prenantes locales, de communication et de sensibilisation également. L'élaboration et la mise en place de mesures de suivi écologique, qu'il s'agisse de protocoles de suivi ou de matériel de suivi nécessaires pour mesurer au fur et à mesure les résultats et les effets sur le terrain, que ce soit en termes écologiques et socio-économiques, et toute autre activité qui pourrait contribuer à la réussite du petit projet. Les activités génératrices de revenus liées au développement durable des ressources naturelles et de la biodiversité sont aussi éligibles à condition qu'un protocole de suivi rigoureux des bénéfices écologiques et socio-économiques soit mis en place. Pour ce qui est des activités non éligibles, notamment les projets qui seraient uniquement axés sur des séminaires et des sessions de formation, sachant que les sessions, enfin les formations ou les échanges d'expériences entre pairs ou autres sont éligibles au financement, mais ne doivent pas constituer uniquement le cœur du projet, je dois dire. Ils doivent permettre, les connaissances acquises doivent permettre d'être mises en pratique et en application directement pour la mise en œuvre des activités sur le terrain par la suite. Les activités répétitives et les coûts récurrents de fonctionnement de l'organisation ne sont pas éligibles, sachant que, bien sûr, le projet financera une partie des coûts de personnel qui sont affectés à la mise en œuvre du projet. Une limite a été fixée dans le règlement à 40%, 40% du budget du projet, hors cofinancement apporté par les organisations. Et il sera également possible d'avoir des coûts indirects avec un seuil de 10% maximum des coûts directs du petit projet. Voilà. Parmi les activités non éligibles, on a également les projets de développement dont l'objectif principal n'est pas la conservation de la nature. Également les projets qui supposent l'achat de terres ou la mise en place d'activités de microcrédit. Et enfin, les campagnes de plaidoyer non liées directement aux activités de conservation sur le terrain. Concernant la durée des petits projets, la durée moyenne sera d'1 an à 1 an et demi, donc de 12 à 18 mois, avec un démarrage prévu au plus tard en mai-juin l'année prochaine, 2025. Et l'ensemble des activités devront être achevées et toutes les dépenses engagées au plus tard en novembre 2026. Pour ce qui est des conditions de financement, donc comme je vous le disais au démarrage de la présentation, le consortium méditerranéen pour la biodiversité contribuera à hauteur de 20 000 € pour chaque projet, correspondant à un maximum de 90% du budget total du projet, sachant que l'enveloppe financière disponible dans le cadre de cet appel permettra de financer 6 petits projets, donc un projet par pays éligible. Pour ce qui est du cofinancement, un cofinancement d'au moins 10% du budget total du budget est requis, que ce soit en nature ou en contribution monétaire effective, soit en provenance directement de l'OSC candidate ou d'autres partenaires financiers de l'organisation.
sachant que les petits projets peuvent être soit des petits projets, des initiatives nouvelles, ou alors s'inscrire dans la continuité ou en cofinancement de projets déjà en cours dans lesquels l'OSC est engagé, à condition bien sûr qu'elles s'inscrivent dans les critères d'éligibilité thématiques et géographiques que j'ai mentionnés plus tôt. Pour ce qui est du processus de candidature et de sélection, donc celui-ci va s'échelonner en 2 temps, en 2 phases. Cette première phase qui vient de démarrer, donc l'appel à petits projets a été lancé fin octobre. Les candidates intéressées, les organisations intéressées pour soumettre une candidature devront compléter et remettre la fiche résumée que vous pouvez trouver notamment sur le site internet du consortium, soit en français ou en anglais, ainsi que les statuts légaux de l'association candidate. Donc remettre ces 2 documents au plus tard le 8 décembre 2024 par courriel aux 3 adresses mail que vous voyez mentionnées sur la présentation. Donc l'adresse générique du consortium, apply@medconsortium.org, en mettant en copie donc Yaprak Arda de l'UICN Med et moi-même côté Tour du Vala, pour nous assurer qu'on reçoit bien vos candidatures. À l'issue du 8 décembre, du coup, les propositions seront évaluées, les projets éligibles seront évalués à partir de différents critères d'évaluation à l'aide d'une grille, notamment qui recensera ces 4 critères, donc à la fois la pertinence du projet. Est-ce que le projet est conforme aux objectifs définis dans l'appel et permet de répondre aux enjeux identifiés sur le site, à la fois en termes de conservation et de société. Donc là, c'est de justifier pourquoi mettre en œuvre ce projet et à quels enjeux concrètement il répond sur le terrain. Sera également évaluée la cohérence du projet. Est-ce que les objectifs spécifiques, donc globaux et spécifiques, et les activités préidentifiées répondent aux enjeux qui ont été identifiés? Les activités sont-elles bien calibrées et hiérarchisées? Est-ce qu'elles s'inscrivent dans les priorités de l'appel, que ce soit la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature et l'approche multi-écosystème que j'ai mentionnée, mais également la prise en compte des enjeux d'égalité femmes-hommes. Un troisième critère a trait aux résultats attendus. Est-ce que les résultats sont réalistes et concrets dans les délais impartis et les ressources allouées? Et enfin, un dernier critère de durabilité pour s'assurer des perspectives de poursuite du projet et de la poursuite de ses effets dans la durée une fois le petit projet achevé. Pour la deuxième phase, donc à l'issue de ce processus d'évaluation, les organisations présélectionnées seront invitées à remplir un document de projet plus détaillé selon un modèle qui sera fourni à la fois soit en français, soit en anglais, qui devra être accompagné d'une lettre d'appui institutionnelle des autorités publiques responsables de la gestion de la zone d'intervention et de tout autre document pertinent. Les candidatures complètes sont attendues pour fin mars, le 30 mars 2025, de la même manière aux 3 mêmes adresses mail que celles précédemment mentionnées, donc l'adresse générique du consortium et Yaprak et moi-même en copie. Et dernière étape du processus, donc l'évaluation des fiches détaillées des projets, qui seront aussi évaluées à l'aune de différents critères à l'aide d'une grille d'évaluation. Donc de nouveau, la pertinence du projet, la justification de l'intérêt de mener ce projet, la cohérence interne, est-ce que les activités sont cohérentes tant avec les objectifs, le budget et le calendrier du projet? Les indicateurs de suivi sont-ils bien définis et les résultats attendus concrets, réalistes et conformes aux priorités de l'appel? Un critère également sur l'approche méthodologique pour s'assurer de la qualité des aspects techniques, logistiques et des protocoles de mise en œuvre qui soient clairs et réplicables. Un critère également en termes de durabilité et de réplicabilité des activités qui seront conduites et qui pourraient être
réplicables dans d'autres territoires. Le budget prévisionnel, est-ce qu'il est réaliste et cohérent? Les ressources allouées sont-elles bien calibrées par rapport à chaque activité et résultat attendu? Et enfin, la qualité de l'équipe porteuse du projet et la répartition des rôles et compétences entre les différentes personnes qui seront mobilisées pour la mise en œuvre du petit projet. Pour synthétiser et avoir une vision, une visibilité sur les prochaines semaines donc, du processus de sélection. Donc là, on est au 12 novembre et à la tenue donc, des webinaires sur le règlement. La semaine prochaine, et je vous invite à y participer et à vous inscrire, mes collègues pourront vous fournir de nouveau le lien d'inscription dans le chat. Se tient un webinaire sur le concept de solutions fondées sur la nature d'une durée de 3 heures qui sera fait en anglais mais avec une traduction simultanée en français. Et le déroulé, donc il y aura vraiment une partie d'explication, de passage en revue du concept et de ses différents critères, de comprendre aussi l'outil en ligne développé par l'UICN Med d'auto-évaluation pour le design, la conception de projets SFN et des cas d'études spécifiques, des cas d'application de mise en œuvre de solutions fondées sur la nature dans différentes régions méditerranéennes, différents pays du pourtour méditerranéen, qui pourront vous donner aussi un éclairage et des exemples intéressants de ce qui se fait sur différents types d'écosystèmes. Et la session sera bien sûr suivie d'un temps d'échange et de questions-réponses pour que ce soit interactif aussi avec les participants. Donc ça, c'est mardi prochain, le 19 novembre. Notez ça dans vos agendas. L'échéance suivante, donc comme je le rappelais, la date limite pour soumettre les propositions de projet est fixée au 8 décembre. Le processus d'évaluation des fiches résumées reçues s'échelonnera jusqu'au 31 janvier où sera publié l'annonce des organisations présélectionnées et retenues pour soumettre une proposition de projet complète. Les organisations présélectionnées auront 2 mois pour faire ce travail avec l'appui des équipes du consortium à la fois au niveau technique et montage de projet si besoin. Et enfin, l'évaluation finale de ces fiches détaillées de projet s'échelonnera sur 1 mois avec une publication finale des résultats le 30 avril, permettant ensuite de passer à la phase de contractualisation et de démarrage des activités en mai-juin 2025 au plus tard. Voilà, bah, je vous remercie pour votre attention. J'espère ne pas avoir été trop longue et pour laisser suffisamment de temps aux échanges. Donc, je vais arrêter le partage pour pouvoir voilà, vous voir et voir s'il y a eu des questions dans le chat. Sinon, n'hésitez pas à lever la main directement et à prendre la parole. Je vérifie en même temps. Oui, il y a une seule question, pour le moment, Une seule question? de Faisal. Il posait une question, il disait, j'aimerais avoir plus d'éclaircissement Ah oui, sur les les coûts coûts. directs, max 10%, c'est quoi exactement? Alors, les coûts indirects, pas directs du coup, mais les coûts indirects, ça englobe tous les frais de fonctionnement ou les dépenses matérielles, donc non directement liées au projet. Euh, tout ce qui est les frais de structure en fait des organisations de la société civile, comme les ressources humaines qui ne sont pas affectées directement au projet, mais qui sont prises en compte à travers ces coûts indirects. Salima, peut-être que tu peux compléter sur ce point? Non, mais c'est exactement ça, tu as tout dit, Marion. C'est ça. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Tout ce qui est frais de fonctionnement liés à vos activités, que ce soit en termes d'électricité, d'Internet, location, Photocopie, photocopie, comme ça. location de bureaux, appui à la gestion comptable par les personnes mobilisées au sein de votre association. Enfin voilà, toutes ces activités qui peuvent ne pas être budgétées directement dans les coûts directs peuvent être englobées dans ces 10% de coûts indirects liés au fonctionnement des organisations.
J'espère que j'ai répondu à votre question. Sinon, n'hésitez pas à me dire s'il y a besoin de plus de précision. Bonjour. Bonjour. Je suis désolé. Oui? Donc, d'abord, je tiens à vous remercier pour la présentation que vous avez faite. Donc, j'ai essayé de voir où je peux cliquer pour lever la main, mais je n'ai pas trouvé. C'est pourquoi j'interviens directement. Juste pour éclaircir ma question, parce que je crois qu'elle n'était pas bien comprise, vous avez parlé des charges du personnel et tout ça, qui ne doit pas dépasser 40%. Par la suite, vous avez parlé des coûts indirects qui ne doivent pas dépasser 10%. Est-ce que les 10%, ils sont inclus les 40%, ou bien c'est quoi exactement? Non, non, c'est autre chose. Les 40%, c'est vraiment pour le budget RH du personnel mobilisé au sein de votre organisation pour la mise en œuvre des activités. Donc, les salaires, enfin, les personnes vraiment travaillant pour la mise en œuvre du petit projet. Et les coûts indirects, c'est vraiment lié aux frais de fonctionnement, à toutes les charges que votre organisation doit payer, que ce soit en termes, comme je vous disais, de location de bureau, de frais de téléphone, d'électricité, ou de personnel qui pourrait être amené à contribuer à la bonne gestion du petit projet, que ce soit en termes administratifs et financiers, qui peuvent être couverts par ces 10%. Mais c'est différent des 40% de frais de personnel. Ok, merci, c'est clair. D'accord. Salima, n'hésite pas à compléter si Non, tu t'en quelqu'un. sors très bien, c'est exactement ça. T'en fais pas, je te dirais. Simona? Ah, votre micro est en mute, je crois. Oui, on vous entend pas. On vous entend pas. Je vais désactiver. Non. Ah, ça a l'air mieux. Oui. Allez-y. Oui, Oui, vous m'attendez? Oui, oui. ok, merci. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. J'ai seulement une petite question pour ce qui concerne le fait qu'on ne peut pas présenter des projets qui sont seulement des trainings, des séminaires, dans le sens que et on peut présenter des projets qui peuvent être, comme dire, du point de vue de faire prendre conscience des nature-based solutions, qui normalement c'est fait avec de l'entraînement. Euh, mais peut-être il ne doit pas être seulement des petits cours, par exemple, dans des classes, dans des écoles. Ben, les activités, en effet, de. Là, c'est vrai qu'on a distingué entre formation et sensibilisation. L'idée n'était pas tant d'avoir uniquement voilà, des projets axés sur de l'acquisition de connaissances ou des formations visant une équipe réduite de l'OSC ou de ses partenaires, mais les activités de sensibilisation des parties prenantes locales intervenant sur le territoire d'intervention du petit projet sont éligibles. D'accord. Mais ce qu'on cherche à prioriser aussi à travers l'appel à petits projets, c'est d'avoir aussi des actions concrètes de terrain, à travers des actions, peut-être qu'avec la sensibilisation peuvent être combinées des actions de suivi participatif de la biodiversité ou Oui. de collecte, voilà, enfin, vous voyez, de pouvoir aussi avoir une implication. Si ça permet de renforcer la sensibilité, l'information, la participation aussi des différents acteurs du territoire pour la préservation de tel ou tel écosystème, c'est complètement envisageable. Ah oui, c'est visageable. Il ne doit pas être seulement quelque chose, comment dire, limité à un petit présentation, mais Oui, voilà. des actions qui sont concrètes dans le terrain, qu'on peut faire Ouais. des suivis. Oui, oui, d'accord. Des suivis, des petites activités de restauration ou de préservation des lieux impliquant des scolaires Des ou de valoriser. connaissances Voilà. dans les terrains. Mm, Oui, d'accord. OK, d'accord. Parce que s'ils sont des aires marines protégées, par exemple, oui. déjà, l'aire marine protégée, c'est une solution basée sur la nature. Déjà, Mhm, elle, mm.
c'est déjà quelque chose qui fait part de cette solution. Donc, ça fait déjà un nom qui est... C'est Oui, déjà oui, un complètement. endroit qui est déjà, déjà C'est fait déjà une partie. solution. Oui, c'est déjà une solution. Donc, des actions concrètes dedans, ça, Oui, voilà. Ce ça peut qu'on être. voulait éviter, c'était juste, vous voyez, un atelier fermé avec voilà, des séminaires, ateliers ou autres, sans forcément de lien concret avec le terrain. Mais là, s'il s'agit d'activités de sensibilisation larges et qui peuvent intégrer des suivis écologiques, des actions participatives, en tout cas en matière de restauration, ça rentre clairement dans les critères. D'accord. Merci. Je vous en prie. Pécal? Là, vous avez réussi à lever la main. Eh oui, il y a un cœur, il faut... Alors, je vois qu'il y a une Ouais, question. Ah non, Fécal, c'est bon, vous avez ouais, levé. ouais, ouais. C'est Faisal, not Faisal. Ah, pardon. Faisal, c'est... Non, non, Bon, c'est pas grave, merci. C'est pas allez-y. grave. Ouais. Alors, parmi les critères d'éligibilité, donc, le projet doit être intégré dans une, ou bien intégrer une approche multi-écosystémique. C'est ça. C'est ça. J'aimerais bien savoir la valeur de ces critères par rapport aux autres. Juste pour vous donner une petite idée, donc, nous sommes en train de penser de faire un projet sur une zone humide, Mhm. mais la plupart des actions que nous allons proposer, Inch'Allah, donc, seront dans la rivière, dans l'eau. C'est-à-dire que, oui, l'écosystème, donc il y a une forêt, il y a une rivière, il y a une bande répulsive, mais le travail que nous allons proposer, donc elle est totalement dans l'eau. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est ça ce que vous voulez dire par multi-écosystémique donc, est-ce que c'est le projet en entier ou bien juste ou bien les actions carrément en entier, donc doivent être dans différents écosystèmes ou bien quoi exactement? Quand vous dites dans l'eau, c'est-à-dire que ce sera des actions de restauration à la fois sur la zone humide qui comprend la zone ripisylve. Euh, non, non, c'est juste dans l'eau. C'est juste dans l'eau. Ce sont des actions de restauration juste Ouais. dans l'eau. C'est vraiment dans le lit de la rivière. Bah, en tout cas, dans la... Ça touche pas la bande répulsive. D'accord. Mais en effet, l'approche multi-écosystémique, l'idée, c'est qu'il y ait une diversité d'habitats naturels dans la zone d'intervention. Donc là, tel que vous le mentionnez, il y a à la fois zone humide forêt avec toute la zone des ripisylves qui permet justement cette interaction et de connectivité entre les différents écosystèmes. On a bien conscience que le budget aussi limité par petit projet, le budget par petit projet est limité. Ah, Euh, donc dans tous les cas, si les actions permettent d'améliorer l'état écologique au niveau de la rivière zone humide, ça a des conséquences et un intérêt pour l'écosystème forestier et la zone ripisylve adjacente. Donc, si les actions pardon, s'inscrivent dans une zone d'intervention, dans une zone, un territoire qui permet d'avoir cette diversité d'écosystèmes et de montrer en quoi les actions de restauration envisagées permettent d'assurer le bon fonctionnement écologique en fait et la connectivité entre ces différents milieux naturels, c'est tout bon. ouais, ok. Ok, c'est clair. C'est Merci. clair? Ok. Ouais, merci. Il y a des questions sur le chat, Marion. Euh, alors, Tu les lises ou tu les vois? pouvez-vous me donner des exemples des cofinanceurs qui puissent fournir 10% comme cofinancement? Ben là, ça peut être vraiment donc soit l'organisation candidate elle-même, que ce soit en nature ou en contribution monétaire, en ressources monétaires apportées par l'organisation. Donc en nature, il peut aussi s'agir de temps bénévole de l'organisation pour la mise en œuvre des activités notamment, ou tout autre partenaire technique, partenaire financier, qu'il soit public ou privé,
que ce soit un institut de recherche, un bailleur de fonds, des autorités locales, voilà, toute organisation, même un acteur privé qui pourrait apporter un financement, cofinancer en tout cas l'action portée par l'OSC candidate. C'est pour ça que le projet peut être soit une initiative nouvelle, soit être déjà intégré dans un projet en cours qui est financé par d'autres acteurs sur le territoire. J'espère avoir répondu à la question. Salima, si tu Oui, veux merci. compléter. C'est Oui. bon? D'accord, parfait. Donc ça, c'est le lien du webinaire. Ensuite, y a-t-il des indicateurs exacts à déterminer ou des normes à respecter, spécifiques uniquement à cet appel à petit projet? Alors, par indicateur, je pense que vous vous référez à des indicateurs de suivi du petit projet. Donc, à ce stade, si en phase de idée de projet ou de proposition de projet, on ne demande pas spécifiquement quels indicateurs de suivi seront à suivre. Mais pour la phase suivante, dans tous les cas, en effet, il y aura des exigences, on va dire, en termes de reporting et de suivi des activités mises en œuvre à travers voilà, le cadre logique du projet, les activités et résultats attendus qui auront été définis pour le petit projet, avec des indicateurs associés à la fois de réalisation des activités et, si possible, d'effets, de suivi des effets, à la fois en matière d'amélioration du fonctionnement des écosystèmes et du fonctionnement écologique du territoire, mais aussi si un des objectifs du petit projet est de contribuer au développement socio-économique, de pouvoir suivre aussi l'amélioration des conditions de vie des populations. Mais ça restera à définir dans la fiche de projet détaillée. On ne vous demande pas ce niveau de détail à ce stade. Et ça pourra être fait en appui aussi avec les équipes du consortium, voilà, pour s'assurer de la définition d'indicateurs vraiment spécifiques associés aux activités et aux résultats attendus des petits projets. Mais voilà, il n'y a pas de normes à respecter. Ce sera vraiment à définir au cas par cas en fonction des petits projets qui seront proposés. J'espère avoir répondu à la question. Sinon, n'hésitez pas à rebondir ou soit oralement ou par écrit s'il y a besoin de préciser. D'accord, parfait. Alors, j'ai peur du coup de mal prononcer le prénom maintenant, donc il va lever. Abdelhadi, si tu veux faire l'animation. Mabrouka? Mabrouka, oui. Mabrouka. Oui, merci. Tout d'abord, je vous remercie pour la présentation et la clarification. En fait, je suis un membre de l'association Youth Vision Tataouine, qui est dans le sud tunisien. On a fait dernièrement la clôture de projet TEJ, qui est un projet financé par WWF, dont les thèmes étaient les changements climatiques. Notre cible était des femmes des groupements de développement agricole dans les zones vulnérables. Ma question, c'est est-ce qu'on peut continuer dans le même concept et on continue notre travail avec ces cibles, tout en bien sûr faisant appel à des activités en liaison avec l'écosystème? Est-ce que vous pouvez répéter la question, Mabrouka? Si l'idée, c'est de pouvoir contribuer, s'insérer dans le On peut cofinancer en travailler. tout cas le projet que vous avez déjà en cours avec le WWF en Tunisie? Oui, oui. Les thèmes étaient les changements climatiques. Uh-huh. On a fait un pack de formation dans ces thèmes. Donc, maintenant, on veut faire des activités sur terrain. Est-ce qu'on peut travailler sur ces genres des activités tout en combinaison à l'écosystème avec le changement climatique? Ah bah oui, complètement. Je ne sais pas quel est le contenu, l'objectif précis du projet, mais dans tous les cas, s'il s'agit d'actions concrètes permettant à la fois la restauration, protection, meilleure gestion des écosystèmes et aussi valorisation des ressources naturelles, je crois que vous avez mentionné les activités de pêche, mais j'ai peut-être mal entendu, mais dans une logique voilà, de gestion durable de l'écosystème et tout en permettant de contribuer au développement
socio-économique et en matière d'adaptation au changement climatique, on est clairement dans une approche solution fondée sur la nature. Exactement. Et notre but essentiel est de conserver les variétés locaux de la zone de Tataouine qui se situe au sud tunisien, Mhm. en collaboration avec les femmes des zones vulnérables. Ok, bah écoutez, ça me semble répondre aux critères dans tous les cas, quoi. Si, comme je dis, il y a ces objectifs combinés d'adaptation, de meilleure résilience face aux effets du changement climatique, de contribuer à améliorer les conditions de vie et à permettre d'avoir des revenus aussi pour les populations locales, tout en préservant et gérant plus durablement les écosystèmes, ça rentre complètement dedans, oui. Merci, Madame Marion. Je vous en prie. Excuse-moi, Oui. je n'arrive pas à ouvrir les links que vous avez envoyés. Je ne sais pas si c'est à moi le problème ou quelqu'un d'autre Euh, a essayé. alors j'essaye en direct, ça fonctionne de mon côté, je crois. Oui, Moi on aussi, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne? Ouais. Ouais, alors c'est à moi. Et sinon, le lien est aussi disponible dans le règlement de l'appel à petits projets, dans la partie calendrier indicatif. Ah, d'accord. Normalement, vous pouvez aussi cliquer Oui, directement dessus à ce niveau-là. directement oui, dans les. Ok, d'accord. Ok, Sinon, si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à nous écrire directement aux 3 adresses mail, là, Oui. d'accord. Merci beaucoup. Apply, et puis aussi à Yaprak et moi-même, on pourra vous renvoyer le lien et voir comment solutionner ça. D'accord, merci beaucoup. N'hésitez pas aussi, je ne sais pas si vous avez eu le temps avant le webinaire de consulter le template, le modèle de fiche résumé, mais à poser aussi des questions éventuelles sur ce document pour le remplir ou autre, s'il y a des choses qui ne sont pas forcément claires. Bon, on a déjà parlé des indicateurs tout à l'heure, je vous le disais, c'est pas demandé à ce stade. Ah, aussi, attendez, je dis pas de bêtises. Yaprak? Maybe I will just to confirm with you, the indicators for the follow-up of activities, they are not requested at this stage, right? They will be with the full proposal. With the full proposal, but not Mhm. now. Ok, donc c'est bon, hein, je n'ai pas dit de bêtises. J'ai fait un double check. Voilà, on ne vous demande pas dès à présent de définir les indicateurs de suivi, mais ce sera lors de la deuxième phase, donc pour les organisations qui seront présélectionnées. Salima, Albert, il n'y avait pas d'autres questions, hein, on n'en a pas manqué dans le chat, je pense pas. Non, ça va. Ok. Bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres doutes ou interrogations, on peut s'arrêter là, sachant qu'on est bien sûr disponible jusqu'au 30 novembre. On a fixé voilà, une date limite, en tout cas, pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Même si vous avez des idées de projet et que vous voulez vous assurer que c'est en accord, aligné en tout cas avec les critères, n'hésitez pas. Vous avez nos adresses mail. Voilà, jusque fin novembre pour vous donner tout, répondre à toutes vos interrogations et vous guider aussi, si besoin, dans le design de votre petit projet. Et puis, je pense que la session de la semaine prochaine sur les solutions fondées sur la nature sera vraiment intéressante et informative et vous permettra peut-être d'y voir aussi plus clair sur le type d'activité envisageable. Donc, on espère vous voir nombreux mardi prochain. Et on reste disponible. Voilà, donc n'hésitez pas. Merci. Merci. Eh ben, très bonne après-midi et fin de journée à tout le monde et encore merci pour votre participation. Merci Merci. beaucoup. Vous aussi. À très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à vous.